Monsieur le ministre, depuis que vous avez une sacrée expérience, vous avez été ministre, vous êtes dans le système de santé aussi, toujours maintenant. Comment avez-vous vu l'évolution finalement des patients rentrés ou essayer de rentrer dans le système de santé pour que finalement ça devienne acteur, que le patient devienne acteur de sa santé? Oui. Je ne comprends pas très bien votre question, pardonnez-moi. Voir les patients, quoi Depuis que vous êtes dans le milieu comment j'ai vu évoluer les patients? Ben, dis donc. Oui, je les ai vus évoluer et j'ai tenté, enfin nous avons tenté, lorsque nous étions ce groupe au ministère de la Santé, de permettre une autre évolution, une ouverture du patient sur le système et du système sur le patient surtout. Ça s'est appelé la loi droit des malades et on peut essayer d'en faire un bilan qui ne sera pas flamboyant. Hein. Mais enfin, je crois que les choses ont changé. Maintenant, on s'intéresse plus, pas seulement au système lui-même, aux médecins dans le système, mais aussi aux patients. J'ai déjà dit que le mot patient se discutait, mais oui, on ne le discute jamais. Aux patients indiquait évidemment sa passivité pendant bien longtemps. Alors maintenant, on dit la personne malade, c'est mieux, et on dit l'usager, c'est moins bien. Bon, enfin voilà, le patient était la personne, comment dirais-je, inerte. On s'intéressait à sa maladie, pas tellement au patient, ça dépend évidemment, il ne faut pas généraliser. Certaines fois, ça se passait très bien et le dialogue était facile, mais il fallait, d'un point de vue juridictionnel, un certain nombre de droits qu'on lui a proposés et qu'il a acceptés. Alors, il faut dire d'abord que cette période, c'était il y a 20 ans, mon cher. Exactement. Il y a 20 ans, enfin un peu avant, disons 25 ans, il y avait eu beaucoup d'agitation en santé, le moins qu'on puisse dire. Alors il y avait eu le sida, il y avait eu les drames du sang contaminé, il y avait eu tout ça, et une remise en question du médecin, en tout cas souvent du savoir du médecin, insuffisant. Quand il s'agissait du sida, il a fallu apprendre. Hein. Nous étions très frappés, et d'ailleurs, ça vient de se reproduire d'une certaine façon, mais ce n'est pas la même chose, bien entendu. Et puis, la période, donc, était propice pour qu'on réfléchisse avec des groupes de gens qu'on avait demandé de venir constituer, enfin, un petit travail au ministère de la Santé, et ça fut long et difficile. En gros 2 ans. Il en est sorti, en complément de ce qu'on avait appelé les états généraux de la santé, qui s'étaient très bien déroulés, qui avaient compris 1000 réunions. 1000, c'est beaucoup. Hein. 1000 réunions qui étaient des réunions un peu particulières, parce que d'habitude, quand on va peut-être le faire sur la fin de vie ou non, ce qu'on appelle maintenant des groupes citoyens. Ça fait républicain, mais enfin, ça ne change pas beaucoup. On a l'habitude de demander au préfet de constituer les groupes, de donner les moyens, etc. Nous, on laissait faire les demandes, laissait venir les demandes partout. Un malade, un hôpital, un directeur. Alors, on fournissait, venu donc du ministère ou venu même du cabinet du ministre, un répondant. Vous pouvez poser des questions, dire où on en était, etc. Ça s'est très bien passé, parce que la loi des malades, de notre point de vue, on avait peut-être tort, mais il y a là Philippe Lamoureux, quelque part, qui était avec nous, je ne sais pas où il est, mais enfin... Il est là. Il est là. Ah, tu t'es bien placé, comme ça je te vois pas. Ah, tu peux m'interrompre. Hein. Et donc, on avait le sentiment que cette loi, qui n'était pas encore écrite d'ailleurs, allait choquer les médecins. Et qu'on allait avoir une réaction, mais comment, de quoi vous vous mêlez, les rapports entre le médecin et le malade, ça se fait entre le médecin et le malade, le médecin c'est moi, et bon.
que l'hostilité naîtrait. Or, dans les exercices des États généraux de la santé, on n'avait pas du tout senti ça. Au contraire, les malades étaient beaucoup plus érudits qu'on le pensait, les rapports se faisaient beaucoup mieux, et les questions étaient très intéressantes, enfin les réponses aux questions étaient très intéressantes. Donc on était un peu confortés, mais enfin quand même, le fait qu'on demandait son avis aux patients changeait un peu. Alors c'est ça la grande nouveauté. Il a été dit dans la loi, je peux la citer parce qu'il y a toujours un langage juridique qui ramasse bien les choses d'ailleurs et qui est assez pittoresque. En gros, les médecins ne peuvent pas décider tout seuls. Ce n'est pas ça qu'il faut dire au début. C'est que le patient est intéressé à sa vie, à son corps, au diagnostic qui sort des examens. Et les décisions, y compris les décisions thérapeutiques, doivent être prises en commun avec le malade, avec le médecin. Donc, il y avait là une exigence toute théorique, bien sûr, mais quand même une exigence. On ne prend pas de décision sans expliquer ce qui se faisait déjà, bien entendu, beaucoup. Ce n'était pas très original, mais enfin, là, il y avait une espèce de rigidité. Il faut expliquer, la décision est prise ensemble et on l'applique ensemble. Alors, il y a plein de chapitres comme ça qui comportent la responsabilité du patient, la responsabilité du médecin, les responsabilités collectives, etc. Tout ça s'est très bien passé, mais il y avait aussi un certain nombre d'incidents. Il n'y a pas eu d'incidents dans la mise au point de la loi, mais il y avait les incidents qu'on appelait les incidents thérapeutiques, et il y avait surtout, ceux qu'on connaissait moins bien, les aléas thérapeutiques, c'est-à-dire lorsqu'il y avait eu une faute, évidemment, comme d'habitude, mais à cette époque, c'était le directeur d'hôpital qui était responsable et pas le médecin. Là, ça peut être le médecin, mais surtout, il y a cette partie sans faute qui était prise en compte, par l'intermédiaire d'ailleurs, à la fin de la sécurité sociale, mais cette partie sans faute il était nécessaire de le codifier, de bien le mettre en place, et c'est comme ça qu'on a créé l'ONDIAM. Cet ONDIAM était réparti d'abord dans les provinces. Il y avait donc une analyse du risque, enfin des conséquences de ce risque, localement d'abord, et puis on présentait le dossier aux organisations régionales. Les organisations régionales discutaient, proposaient une réparation. On pouvait aussi ne pas protester, hein, bien sûr, mais si le comité régional le disait, on proposait aux malades une réparation. Si ça ne lui suffisait pas, on allait jusqu'à Paris, où là, les dossiers les plus difficiles étaient regroupés. Donc maintenant, ça marche. Il y a toute une organisation. Peut-être que tu as les chiffres, d'ailleurs, toi. Bon, enfin, c'est... Mais à quoi il sert? C'était mon directeur adjoint de cabinet. Je ne vous dis pas son nom parce que je vous dirai ce qu'il a fait après. Et ton directeur était Didier Tabuteau. Tabuteau. Voilà. Ben, c'était l'adjoint de Tabuteau. Voilà. Bonjour, monsieur. C'est les deux qui ont écrit la loi que tu as signée, en gros, c'est ça? Non, mais on essaie de vous faire marrer un petit peu parce que franchement, bon, c'est un peu... Alors, on continue. Donc, il y avait des trucs comme ça. Il y avait, par exemple, je ne vous dis pas tout parce que ça prend beaucoup de temps, il y a vraiment, il y a presque... Enfin, il faut du temps parce que tout ceci se décline très finement pour qu'il n'y ait pas d'impression, d'abord, je ne crois pas qu'il y en ait eu beaucoup, d'oppression. Alors, par exemple, le modèle de l'expression de la connaissance du patient, c'était le dossier médical. Alors là, il y a eu quelques difficultés. Oui, ça lui est D'abord, si vous connaissez tous les dossiers médicaux, vous êtes incapables de les lire parce que c'est illisible, sauf par le responsable direct et peut-être par son patron qui s'y intéresse un peu. Alors, ça nécessitait donc d'abord
la possession du dossier médical. Donc, chaque patient peut prendre son dossier. Si vous faites un bilan, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Hein. Mais quand on le réclame, parfois, on ne l'a pas. Pardon ? Quand on le réclame, on ne l'a pas parfois. Je ne voudrais pas avoir l'air de moquer de vous, mais votre voix est... Mais je suis désolée, je n'ai pas commandé à être à Faune ce matin. Donc voilà, c'est Voilà, patiente jusqu'au bout. Mais pas avec quand même quelques neurones qui sont bien présents. On a avancé. Le travail qui a été fait a été avancé. Il s'est passé aussi une chose, c'est que Internet a fait que, de toute façon, si le patient n'avait pas l'information de la part du professionnel de santé, il allait la chercher sur Internet. Donc, je pense que ça fait toujours le chercher sur Internet. Mais c'est justement, alors il y a tout et n'importe quoi, ça vous le savez mieux que moi. On est sur des fake news, on est sur des gens qui sont des charlatans et qui vont se nourrir finalement de la détresse des gens. Et on a les véritables sources qui doivent être effectivement labellisées à mes yeux par l'État et par la Haute Autorité de Santé avec qui on travaille depuis très longtemps. Non mais attendez madame. Laissez-moi finir. Donc, à qui appartient le dossier médical ? Au patient. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très nouveau. Après, il fallait distribuer de telle façon qu'il puisse y accéder. Et pour ça, il fallait réécrire ou faire semblant de demander, faire semblant et insister beaucoup, aux malades, aux médecins, de l'écrire de façon lisible. Parce que sinon, on ne comprenait rien du tout, il y avait des références à ce que... Et puis le passage d'un service à l'autre compliquait les choses, etc., etc. Donc il fallait une petite codification de l'écriture médicale dans le dossier du... Le dossier pouvait être demandé par le patient à la sortie de l'hôpital. Alors ça, enfin, on pourrait faire une statistique, mais enfin, ce n'est pas beaucoup respecté. Mais il y a des endroits où ça se fait très bien, puisqu'il y a même des endroits où que tu connais d'ailleurs, il y a des endroits où on propose le dossier à la sortie. Alors le malade ne le prend pas toujours, hein, et il le prend si ça l'intéresse, et là, c'est lisible relativement, en tout cas, on demande, on s'arrange pour que les gens qui arrivent soient lisibles. Donc ça explique, enfin, ça souligne, enfin, ça conduit vers plus de responsabilité pour le patient, parce qu'à partir du dossier, s'il a un rendez-vous, il peut demander les explications qu'on doit lui fournir. Je suis complètement d'accord avec vous. Je pense que l'individu, la population générale et le patient, parce qu'on va tous être patients, doit être éduqué à ses droits, à ce qu'il peut demander, tout comme il a, je pense, le droit, et c'est quelque chose que nous, on pousse, sur le fait que lorsque vous allez consulter, je prends l'exemple d'un chirurgien, quel est son taux d'erreur ou de problème de suivi post-opératoire? Quels sont le nombre d'actes qu'il va pratiquer à l'année? Est-ce qu'il en pratique 15? Est-ce qu'il en pratique 100? Son geste opératoire n'aura pas la même agilité pour à la fois opérer, ne serait-ce qu'en temps opératoire, ou pour gérer les complications. Je pense que ça, alors j'ai en mire finalement les magazines comme l'Express et Le Point, qui vous font le top 1 des établissements les plus importants. Mais les plus importants, pas sur la qualité des soins, les plus importants en termes d'actes. Nous, ce qui nous intéresse sur la population générale, c'est que, est-ce que lorsque, je prends quelque chose qui vous concerne les hommes, le cancer de la prostate, quand vous êtes opéré du cancer de la prostate, il vaut mieux que le chirurgien qui vous opère fasse que vous puissiez continuer à avoir une vie d'homme derrière. Or, si on ne pose pas la question, si l'homme ne sait pas et ne pose pas la question, il peut anéantir sa vie privée derrière. Donc, moi, je pense qu'il faut, et c'est très bien, il y a des choses qui ont commencé à être faites. Les choses sont longues, mais il faut aussi qu'au niveau politique, ça soit poussé et qu'on nous donne les moyens de pouvoir co-construire avec tout le monde. Oui. Bernard. Oui, c'est facile à dire, mais difficile à faire. Oui, mais il ne faut rien lâcher. Ça, lâchons rien. Ça se lâchera tout seul. Oui, oui. Ou pas. Non, écoutez, je sais, il faut informer. Justement, il y a la responsabilité du patient joint à la responsabilité du médecin. Tout ça, c'est de l'information. Je vous rappelle que moi, quand j'étais ministre à ce moment-là, ou la fois d'avant, nous avons beaucoup œuvré pour que l'information médicale
soit prise en charge par la sécurité sociale. Elle ne l'était pas. La santé publique ne l'était pas non plus, en gros, et l'information médicale, c'est un travail très long. Alors on dit toujours, mais alors, tu as été machin, ministre de la Santé, mais c'est très très long pour faire bouger ces trucs. Les médecins ne sont même pas formés à ça. Oui, pas du tout. Mais non, mais ça, l'information médicale, on peut en parler après. Oui, la santé publique était le parent pauvre de la médecine, c'est évident. Absolument. Parce que qu'est-ce que c'était de la santé publique? Tout était centré sur la maladie. Le centre de la maladie ou je ne sais pas quoi, l'accès, le symptôme, en gros. Oui. Ça se modifie. On ne peut pas dire maintenant que la santé publique soit complètement isolée. La santé publique, ce qui comporte d'informations dans la santé publique, c'est-à-dire beaucoup. Et là, je crois que ça va un peu mieux. En tout cas, il y a de l'argent pour ça, à la sécurité sociale. On va voir ce qu'on fait de la sécurité sociale maintenant, c'est autre chose. Bon, continuons. Donc, pour finir l'accueil, parce que l'accueil a été important, il y a eu beaucoup de séances publiques de remise du dossier médical avec vraiment des questions et un débat qui était très intéressant. On n'a pas complètement gommé l'idée que tout ça, c'était la responsabilité du médecin, que c'était à lui qu'il fallait faire confiance, ce qu'on faisait, bien entendu, mais que les rapports médecin-malade, ils étaient différents selon chaque couple, etc. etc. Bon. Quand même, il y a eu beaucoup de petites anicroches avec des chirurgiens et des médecins qui n'avaient pas suffisamment préparé aux accidents secondaires potentiels, et quand ça arrivait, on lui reprochait, etc., de ne pas les avoir évoqués. Bon, mais enfin, en gros, ça s'est bien passé. Mais alors, il y a eu aussi beaucoup de choses. On a déjà abordé le problème, on en avait parlé, Guy, le problème de la fin de vie. Alors moi, comme d'ailleurs on fait ça maintenant, le problème de la fin de vie est un problème délicat, avec une chose que j'espère on dira avec ces groupes qui sont constitués maintenant, qui ne sont pas encore d'ailleurs, se sont rencontrés, mais ça sera la semaine prochaine, je crois. Nous avions constitué un groupe avec les représentants de toutes les religions, avec quelques médecins d'abord compétents, deuxièmement notoriété suffisante, et puis les syndicats, et puis etc., etc. Tout ça avançait extrêmement lentement. Parce que c'est lent, hein, vraiment. On a fait ça pendant plus d'1 an, et nous ne sommes pas arrivés à la décision ultime, qu'est-ce qu'on fait? Mais j'ai constaté, et je le constate encore maintenant, que pour la fin de vie, à ce moment-là, c'était encore plus fort, on craignait qu'à l'hôpital, on vous achève parce qu'il y avait besoin de lits, en gros. On craignait ça, hein, vraiment. Jamais entendu parler. Enfin, si, il y a eu quelques scandales qui allaient dans ce sens. Et puis, on craignait aussi que, surtout, ce soit obligatoire. Et comme ça, alors là aussi, on peut dire il n'y a pas assez de lits, on a plein de malades, etc., on dégage. La première des choses à dire dans le débat sur la fin de vie, c'est que ce n'est pas obligatoire. Exactement. C'est tellement simple. Bien sûr. Ce n'est pas obligatoire, personne ne veut. Si vous ne voulez pas vous informer là-dessus parce que vous savez vous voulez finir votre vie naturellement comme c'est la coutume, ben très bien. Ce n'est pas obligatoire d'aller voir quelqu'un et de demander comment on peut faire. Non, on est d'accord. Cher Bernard, il va falloir qu'on s'arrête, je suis désolé. Ah bon, il faut qu'on s'arrête, on n'a rien dit. Oui. Bon. Non, mais on aurait passé de la matinée... Mais attends, Thierry, tu sais, regarde. Non, mais... En revanche, il n'y a que ça. Ce que je voudrais te dire, juste une chose, en souvenir pour toi, c'est le Biafra, l'île de lumière en mer de Chine, le Kosovo, le ministère de la Santé, le ministère des Affaires étrangères et un prix Nobel de la paix pour Médecins sans frontières dont tu as été cofondateur. Je crois qu'on peut tous se lever pour applaudir Bernard Kouchner, vraiment, qui a passé sa vie publique au service des hommes. Merci beaucoup, Bernard. C'est pour ça que j'ai rien dit, tu comprends? Merci. Je dis un petit mot, Guy, s'il te plaît. Pas grand-chose. C'est gentil d'avoir dit qu'on a eu le prix Nobel de la paix, c'est vrai. C'est danger de dire le Kosovo. Au Kosovo, 120 pays, 130 pays ont reconnu le Kosovo.
Maintenant, le premier président du Kosovo est en prison à La Haye, Cour pénale internationale. Il a vu personne, ça fait 1 an qu'il y est. C'est bien la justice internationale. Avant, il n'y en avait pas. Et on prévoit que son procès puisse venir dans 3 ou 4 ans. 3 ou 4 ans. Donc le mec est quand même assez désespéré. Bon, si vous avez l'occasion de demander ou de faire savoir qu'il faut quand même accélérer ces procédures internationales, ça serait beaucoup. Ce sera le prochain Cham. Non, Tu reviendras.